Yves-Alexandre Thalmann, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir ici, dans une annexe de l'Université de Fribourg. Est-ce que c'est une annexe? Oui, c'est des locaux qui sont utilisés pour la consultation psychologique des étudiants de l'université. Waouh, donc vous avez vraiment une consultation dédiée à cela, quoi. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent, c'est fréquenté? Oui, malheureusement assez, et puis depuis la pandémie, J'allais vous demander. Ouais. Encore plus, bien évidemment. Ça a laissé des traces. Ouais. Et vous êtes partie prenante de ce conseil psychologique, vous en faites partie, il y a d'autres collègues, ou est-ce que c'est vous tout seul? Non, alors moi je suis plutôt comment dire ça? C'est pas en remplacement, mais je viens en force supplémentaire. D'accord. Puisque j'ai déjà assez d'activités à côté. À côté. Mais effectivement, à un moment donné, il y avait tellement de demandes qu'il a fallu aussi augmenter les forces vives. Ouais, super, donc vous êtes... Et je suis venu en renfort. Voilà, en renfort. Et bien justement, parlons de vos activités annexes. Donc moi j'étais en train de dire, avant qu'on prépare cette interview, docteur en sciences des particules, licence en psychologie, enfin c'est un peu le grand écart quoi. Qu'est-ce qui vous a amené de l'un à l'autre? Pas vraiment. C'est la même logique si on y réfléchit. C'est comprendre le fonctionnement des choses. Le physicien s'intéresse au fonctionnement de la matière inanimée, et puis le psychologue s'intéresse au fonctionnement de l'être humain, on va dire, du psychisme. D'accord. Mais somme toute, c'est assez similaire dans la recherche et dans la logique, j'ai envie de dire. Donc c'est un travail d'enquête quelque part. C'est un travail d'enquête. D'investigation. Et là, je dois quand même le dire, hein, bon, on est en Suisse, il y a une petite particularité par rapport à d'autres pays, mais surtout la France, qui pendant longtemps a été placée sous le règne de la psychanalyse. Moi-même, quand j'ai fait mes études, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elles ont été achevées, on ne parle plus de psychanalyse, on en parle comme d'un fait historique. Mais quand il s'agit de méthodes, on parle de méthodes scientifiques, on parle de recherche actuelle. Donc, et dont la psychanalyse ne fait pas partie alors? Absolument pas. D'accord, donc c'est quoi? C'est de la psychologie C'est de la psychologie à base empirique, c'est-à-dire qu'il y a de l'expérimentation à la clé, et puis si on dit quelque chose, on l'expérimente sur des groupes de sujets pour arriver à des conclusions. Ce n'est pas des hypothèses, ce n'est pas spéculatif. La psychologie actuelle n'est plus spéculative, elle a été même sortie de la faculté des lettres à l'université de Fribourg. C'est un département à part entière avec des méthodes. Et pour vous dire, les étudiants, les étudiantes qui choisissent ça, ils scoltinent quand même 4 semestres de mathématiques, de statistiques, de méthodologie scientifique qui sont très exigeants. Hein. Oui, la façon dont vous en parlez, voilà, on comprend que c'est assez prenant. Et du coup, je pense à Carl Gustav Jung, qui est un Zurichois, ou enfin, en tout cas qui a habité pas très loin de Zurich. Un poète, vous dites? Donc, pardon. Alors, lui, non, on n'étudie pas Jung. Non. Qu'est-ce qu'on en fait? Prenons l'inconscient collectif. Oui. Comment vous voulez faire une expérience démontrant l'existence ou non de l'inconscient collectif? Autrement dit, on postule qu'il existe, comme pour Freud, on postule qu'il existe un inconscient, un ça ou un inconscient collectif. Mais comment peut-on mettre à l'épreuve ceci? Donc ça reste du spéculatif. Ça reste du spéculatif. Alors on peut faire de belles choses, on peut faire de belles théories, mais en faculté de psychologie, on va dans une autre direction. Qui est beaucoup plus pragmatique. Qui est très pragmatique et qui maintenant tire très profondément du côté des neurosciences. Oui. C'est-à-dire qu'on lie ça à nos connaissances du fonctionnement du cerveau. Super, donc en fait il y a un éclairage beaucoup plus scientifique dans ce qui est fait en psychologie en tout cas. Oui. Intéressant. Oui. Alors, du coup, je comprends un petit peu mieux. Effectivement, votre parcours fait totalement sens là, dans cette logique-là. De ce point de vue-là, oui. Vous avez, entre autres sujets, étudié la loi de l'attraction. Oui. Alors, la loi de l'attraction, c'est quand même le concept New Age. Oui. Par définition. Oui. Alors, comment vous avez réussi à en faire quelque chose d'un peu plus scientifique ou en tout cas pragmatique? Bon, alors... soyons clairs pour déjà les concepts, il n'y a pas de loi d'attraction au sens psychologique du terme. On ne peut pas le démontrer. D'accord. Donc pour vous, ces lois sont démontrables? Je dois quand même dire qu'à l'heure actuelle, il y a un grand mouvement de mise en doute de beaucoup d'informations.
Et quand on parle de fake news, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais en science, n'importe qui peut dire n'importe quoi, mais il faut qu'il le démontre. C'est-à-dire qu'il amène des arguments que la communauté scientifique, ses pairs, PIRS, va accepter. Donc comment voulez-vous démontrer une loi d'attraction qui elle-même est construite sur une loi physique, et là je connais quand même mes classiques, qui dit que le positif attire le positif. Mais en physique c'est tout l'inverse. Le positif attire le négatif. Exactement. Ouais. Le pôle nord attire le pôle sud, donc je ne sais pas d'où vient cette idée-là. Moi ce que j'ai fait c'est aller au-delà du concept de loi d'attraction pour voir quelle était la psychologie qu'il y a derrière. Parce qu'on se doute bien qu'une personne qui a une pensée positive, elle va avoir un comportement, elle va avoir des attitudes qui ne seront pas tout à fait les mêmes qu'une personne pessimiste. Et c'est ce comportement-là qui va amener des changements. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc la croyance déclenche le comportement et le comportement va amener des expériences. Voilà, mais la croyance toute seule ne déclenche rien du tout dans notre psychologie scientifique. D'accord, moi je comprends mieux maintenant. Et alors la motivation, parlons-en, vous avez dédié un ouvrage à ce sujet ô combien d'actualité, puisqu'on entend les jeunes dire « Oh, j'ai trop la flemme, je suis pas motivé », puis c'est vrai qu'on a tous été à un moment ou à un autre atteints de cette démotivation, à part cette démotivation qui nous amène à procrastiner, à faire des tas de choses, à remettre au lendemain, à se donner des tas de bonnes raisons pour ne pas faire. Alors, c'est quoi le message du livre? Alors, à côté de mon travail de psychologue, je suis aussi enseignant. Je donne des cours de psychologie à des jeunes qui se préparent pour le baccalauréat. Donc ils ont entre 16 et 20 ans. Et vous imaginez bien que dans cette gamme d'âge, la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Donc j'ai été amené à travailler, comme je le fais pour les universitaires, hein, notez bien, avec des personnes qui sont en panne de motivation. Et puis là, on tombe sur les théories classiques. Très vite, on nous dit, ben voilà, il y a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, puis la motivation extrinsèque, celle qui est un peu pilotée par l'extérieur, principalement, mais pas que, par les récompenses et les punitions. Et donc, il faudrait privilégier la première plutôt que la seconde. Bon. Eh bien, j'ai été rechercher un petit peu ce qui se passait, non pas dans les théories du siècle passé, dont celle-ci, de Deci et Ryan, mais dans ce qui se faisait dans l'actualité. Et aux surprises, c'est pas tout à fait la même chose. Le message est quand même un petit peu différent. Mais j'ai bien l'impression que là, on s'est fait coincer par une certaine forme de psychologie positive qui a encore pas mal d'actualité dans le monde du développement personnel, qui nous dit en substance, il faut être dans le présent. En gros, il faut être dans l'ici et maintenant et apprécier le moment présent. Oui. Ce qui est extraordinaire parce que le fait d'avoir apprécié le moment présent à plein pot nous amène à ce qu'on connaît maintenant. Le dérèglement climatique, et là je suis qu'au sommet de l'iceberg. Parce que si j'apprécie l'instant présent, devinez quoi? Je vais prendre ma voiture super polluante pour aller à l'aéroport, prendre un avion super polluant pour aller à l'autre bout du monde, me payer des vacances. Puisque ne compte que le moment qu'on est en train de vivre. Et du reste, on nous dit, le gouvernement nous dit sobriété maintenant. Mais est-ce que vraiment par motivation intrinsèque, autrement dit par fun, par plaisir, je vais descendre le thermostat de mon radiateur? Certainement pas. Je vais le faire par motivation extrinsèque, c'est-à-dire pour atteindre un but qui n'est pas le seul petit plaisir du moment présent. Et quand on voit les choses comme ça développe quand même le concept beaucoup plus largement. Si je reviens à mes étudiants, un étudiant qui vient vers moi et qui me dit « je suis démotivé », très vite, en discutant avec lui, j'arrive à lui faire prendre conscience qu'il n'est pas démotivé, mais qu'il n'a pas envie. Donc dans son esprit, il fait une association entre « j'ai envie » et « je suis motivé », ce qui n'est pas la même chose. L'envie est une forme de motivation, mais pas l'unique. À développer, ça c'est intéressant. Je peux ne pas du tout avoir envie de descendre le thermostat pour avoir 19 degrés, mais je peux être motivé à le faire parce que ça a du sens à mes yeux. D'accord. Et donc les jeunes qui viennent, notamment pour obtenir un baccalauréat, on leur demande pas, moi je leur demande pas d'avoir envie. Les études c'est laborieux. Le vrai terme c'est chiant, mais disons laborieux. Vous savez, quand je leur dis ça, souvent ils me regardent avec un sourire en disant ça me fait du bien, vous savez, comme ça me déculpabilise, parce que tous mes professeurs, mes parents me disent mais tu devrais
quasiment tu devrais avoir honte de ne pas De pas travailler avoir envie parce ou de que pas- tu as la chance d'étudier. Regarde, en Ukraine, les gens n'ont plus d'école. Ouais, c'est ça, Mais ouais. en culpabilisant les gens, on ne leur donne pas la motivation. Bien C'est ça, évidemment, on fait c'est ça. exactement l'inverse. Mm. Donc, quand on passe en motivation extrinsèque, il y a différents leviers. Le sens, c'en est un, Oui, il voilà, est tout à classique. fait. Ouais. Du moment où je vois le sens de mon action, alors déjà ça, hein, on récupère pas mal de personnes qui vont dire oui, mais moi je vois pas le sens d'étudier les mathématiques, je veux pas faire des maths plus tard, je veux faire autre chose, je veux faire de la littérature. Ou bien je veux faire avocat, je veux faire médecin, je ne sais quoi. Alors je dis aux jeunes, mais pour entrer dans les études de droit, de médecine, etc., qu'est-ce qu'il faut? Et il faut un baccalauréat. Ben voilà l'utilité. On ne te demande pas d'aimer les maths, tu peux détester les maths, mais il te faut avoir la moyenne en maths si tu veux ton baccalauréat. C'est ça l'utilité. Oui, c'est pour le but qu'on s'est fixé. Voilà. Servir le but qu'on s'est fixé. Servir le but. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'actions que l'on fait pour servir justement un but. Il faut que ça fasse sens. Et est-ce que les jeunes arrivent à se projeter dans une notion de sens? Parce qu'on entend beaucoup dire que justement, ils sont démotivés aussi par l'état de la planète, par tout ce qui se passe. Si j'étais, je ne le ferais pas. Parce qu'il y a un avantage à ne pas vouloir trouver le sens. Tu sais que c'est plus facile de rester le soir à regarder pendant 4 heures son smartphone que d'ouvrir son bouquin de mathématiques. Ça donne une excuse à ne rien faire. Alors ça, c'est une grande avancée des neurosciences qu'on retrouve dans le livre, c'est que le cerveau fait toujours des calculs coût-bénéfice. Autrement dit, quand je m'engage dans une action, il faut que ça en vaille la peine. J'aime bien ce terme, valoir la peine. On n'est pas dans le plaisir, hein. On est dans effort, mais il faut que l'effort nous donne quelque chose en retour. Même si c'est pas tout de suite. Alors c'est là où on a le problème majeur, parce que l'équation, maintenant on la connaît bien, il y a même un prix Nobel à la clé, là, pour vous dire. Hein. L'économie comportementale s'est beaucoup intéressée à ceci. On est dans le cortex préfrontal, c'est lui qui fait ces petits calculs-là. Mais on sait qu'on est sujet à un mécanisme qui s'appelle le renversement des préférences. Bon, je peux vous le faire très facilement. Le renversement des préférences. Oui. Si je vous dis comme ça, vous voyez, je sors de ma poche un porte-monnaie, et puis dans le porte-monnaie, il y a un beau billet tout neuf de 100 €. Et je vous le donne comme ça. Mais au moment où je vais vous le donner, je le reprends, puis je dis, mais je vous propose un autre deal. On se revoit demain, puis là, je vous donne 110 €. Vous préférez avoir tout de suite le billet de 100 ou bien revenir demain pour les 110? Et vous me dites? Là, je reviens demain pour les 110. Vraiment? Je sais pas, oui, je dirais. C'était pas la réponse que vous attendiez. Non, je attendais la vraie réponse. Mais c'est celle-là. Donc, vous allez faire combien de kilomètres pour les 10 €? Ah, d'accord. Oui, j'avais pas vu l'impact. D'accord. Mais même sans parler de kilomètres, la plupart des gens, quand on leur pose cette question, vont dire, en fait, je préfère... Parce qu'en fait, je ne sais même pas si je peux vous faire confiance. Qui me dit que demain, vous serez là au rendez-vous? Oui, peut-être que c'est une façon de m'entourlouper. On a la version enfant, vous la trouvez très facilement sur Internet, c'est le fameux test des marshmallows. Ça, j'en ai entendu parler, ouais. On fait la même chose avec un enfant, on le met devant une assiette où il y a un délicieux bonbon, un guimauve, et puis on lui dit, tu peux la manger tout de suite, ou alors, tu sais, moi je dois partir, puis je reviens dans 10 minutes, et tu peux en avoir 2. Autrement dit, est-ce que l'enfant va préférer la récompense plus petite, mais immédiate, ou bien attendre pour avoir une récompense double? Logiquement, il devrait attendre, puisque 2 bonbons, ça vaut toujours mieux qu'un bonbon. C'est pour ça que quand je le fais avec les adultes, la plupart des gens me disent « Moi, mais quand même, je préfère les 100 €, comme ça ce soir je vais au restaurant, je me fais plaisir, etc. » Puis quand je pose la question autrement, je dis « Mais maintenant, on se projette dans l'avenir, c'est un autre choix qui vous est offert. Dans 1 an, on se revoit. Même lieu, même heure, dans 1 an, 100 € pour vous. Ou, dans 366 jours, 110 €. Là, qu'est-ce que vous me dites? Dans 1 an, c'est à 24 heures près, c'est la même chose. C'est la même chose, donc, là, tout le monde dit 110 €. Bien sûr. J'ai déjà attendu 365 jours. On n'est plus à 1 jour près. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. On ne peut pas logiquement dire aujourd'hui, je préfère 100 € plutôt que d'attendre demain pour avoir 110, mais dans 1 an, je suis prêt à attendre ce jour supplémentaire.
Un jour, c'est un jour, c'est 24 heures. Ouais, 10 euros, c'est 10 euros. La perception n'est pas la même. Voilà. Alors, la règle qui se cache derrière, c'est que notre cerveau survalorise les récompenses immédiates. Quand une récompense est directement accessible, elle a plus de valeur pour notre cerveau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je peux avoir une récompense dans l'immédiat, donc quand la récompense devient imminente, elle prend plus de valeur subjective dans mon cerveau, dans le petit calcul qu'il fait, que la grande récompense qui vient plus tard. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas n'importe qui. C'est notre cerveau qui est configuré comme ça. C'est ce qui a permis à nos ancêtres très lointains de survivre. Autrement dit, il y a tout d'un coup une source de nourriture qui s'approche, il faut tout plaquer, c'est immédiat, il faut y aller parce qu'on ne sait pas quand elle sera la prochaine source de nourriture. Donc on est construit comme ça. Et le problème, c'est que maintenant les sources de nourriture, elles sont dans les supermarchés, elles ne sont pas difficiles d'accès. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le nombre de distractions qu'il y a, de satisfaction immédiate que la société de consommation nous offre, notre cerveau, il a du mal à différer le plaisir. Autrement dit, mon étudiant qui rentre le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, soit je dois réviser, je ne sais pas, pour mon examen d'anglais, faire mes exercices de peinture ou que sais-je, ou alors je pourrais prendre le smartphone et faire une partie et voir une série, et aller sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, la valeur, obtenir un diplôme, est surpassée par me divertir. C'est le dilemme du fumeur qui va faire son petit shoot de nicotine plutôt que favoriser sa santé. C'est la personne qui ne fait pas suffisamment d'activité physique, qui ne mange pas de façon suffisamment équilibrée. En fait, ce qu'on voit à l'heure actuelle, si on regarde la motivation maintenant pour les adultes, les personnes qui ont un manque de motivation disent « j'aimerais cesser de fumer, j'aimerais boire moins d'alcool, j'aimerais passer moins de temps derrière les écrans, j'aimerais... » C'est exactement ça. C'est-à-dire tous des comportements qui offrent une gratification lointaine, pas immédiate. C'est intéressant ça. Oh, c'est diablement intéressant. Oui, ça vraiment. Et du coup, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour bypasser ça ou pour l'atténuer? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y en a une qui est terriblement efficace. Quand je dis terriblement efficace, je vous rappelle que je me base sur des études, non pas sur ma conception. C'est-à-dire que c'était expérimenté avec des personnes qui souhaitaient vraiment se motiver à atteindre des objectifs. Alors, il y en a une qui est absolument pas valable, maintenant on la connaît, c'est se référer à un truc un petit peu bizarre que certains appellent la volonté. Ah oui, la volonté. Oui, là, je vois bien parce que j'ai développé aussi cet aspect volonté. C'est pas un super pouvoir qu'on pourrait agiter. C'est même un mot qui semble assez vide si on y réfléchit. Ouais. Parce qu'on ne veut pas, de toute façon, on n'a pas envie de faire des choses qui nous déplaisent par nature. D'une part, mais vous voyez, la volonté, ce serait un peu comme si ma main droite allait empêcher la main gauche de piocher dans les chocolats, par exemple. Ouais. Mais on sait bien que les fonctions exécutives, donc les forces d'inhibition, ont tendance à se fatiguer. Hein. Donc on ne peut pas se fier à ça. C'est ce que disent toutes les personnes qui prennent des bonnes résolutions le 31 décembre au soir. Alors j'avais lu dans votre bouquin qu'une des stratégies dont vous parlez, c'était de mettre en place un système où on va payer, où on va devoir payer en monnaie ou en service ou quelque chose qui va être rédhibitoire, qui va être un coût prohibitif. Oui. À chaque fois qu'on va céder à la tentation, on va devoir... On peut faire encore plus facile. Allez-y. Je prends le cas de mes étudiants. Le problème est le renversement des préférences. Donc du moment où la récompense imminente s'offre à moi, c'est déjà trop tard. Donc je dois m'arranger pour que cette récompense imminente ne soit pas ni une récompense ni imminente. Autrement dit, l'étudiant qui a un problème parce qu'il est addict à son smartphone, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'arranger avec un parent qui est là pour prendre l'appareil et ne le lui rendre qu'une fois le travail effectué. D'accord. Donc on coupe la source de tentation, on l'enlève. Moi, mon péché mignon, c'est les chocolats. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais mangé un chocolat que je n'ai pas dans mes placards. C'est d'une simplicité, c'est ce que font les abstinents par rapport à l'alcool, mais bien sûr.
Résister à la bouteille, ça demande une énergie que je ne peux pas avoir. Il suffit d'une petite perturbation émotionnelle et ça part, c'est fini. Par contre, si la bouteille n'est pas là, bon, après je peux sortir aller en acheter une dans un commerce, mais ça fait déjà un frein supplémentaire. C'est autre chose, voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, éloigner la tentation. D'accord. Et puis l'autre, on ne peut pas toujours éloigner la tentation. Les étudiants vont me dire, c'est bien joli, mais j'ai besoin de mon appareil pour étudier, parce que je dois aller chercher de l'information, parce que j'ai des listes, des consignes qui arrivent comme ça, par message. Bon. Alors on fait quoi? Alors, on peut verrouiller les réseaux sociaux et les jeux, c'est pas trop compliqué. Mais si on le fait, bien sûr, on va pas tomber dans le panneau et puis demander à la personne de verrouiller elle-même. Parce qu'on est toujours avec ce problème de self-control. Donc, on va effectivement lui demander de faire un verrouillage, mais de mettre un contrôle parental avec mot de passe que lui ne connaît pas, bien évidemment. D'accord. Et parfois, ça ne suffit pas, ce genre de choses. Donc, c'est là où on passe à une autre stratégie qu'on appelle les contrats d'Ulysse. Les contrats d'Ulysse. Ulysse, comme le Ulysse de la mythologie grecque, hein, le navigateur. Qui a fait un long voyage. Qui a fait un long voyage, mais au-delà de son long voyage, il nous offre la solution. Enfin, Homère, qui a écrit l'histoire, le récit, nous offre la solution. C'est connu depuis l'Antiquité, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, Ulysse, il va rentrer à Ithaque et il doit croiser l'île où il y a les sirènes. Et il sait que les sirènes sont des tentatrices hors pair. Exact, et il s'attache à son mât. Voilà, il ne fait pas l'erreur de penser qu'il va résister. Voilà, d'être trop optimiste, puis de se dire, moi, Ulysse, je suis quasiment un demi-dieu, donc les sirènes m'en tapent, et je résisterai. Comme moi qui me dirais le 31 au soir, ma force de volonté est suffisante pour m'empêcher de boire de l'alcool tout le mois de janvier, passer dry January, voilà. Mais au moment où la bouteille passe devant moi, c'est-à-dire que la sirène commence à chanter, ma volonté, elle fait et c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ulysse demande à ses marins de s'attacher au mât du navire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, il s'auto-contraint. En fait, c'est la forme ultime de la liberté de poser ses contraintes soi-même. Je vous ai dit, mon péché mignon, c'est le chocolat. Mais le malheur, c'est que je n'ai pas choisi. Je ne suis pas libre de détester le chocolat. Par contre, je suis libre de m'arranger pour ne pas être tenté. Alors, je peux le faire comme ça, puis après vous allez me dire, oui, mais bon, moi j'aimerais quand même avoir du chocolat chez moi, parce que quand il y a des invités, j'aime bien leur offrir un petit morceau de chocolat. En effet. Très bien. Alors, je signe un contrat d'Ulysse avec une personne garante, on va dire mon épouse, et le contrat d'Ulysse stipule que chaque petit carré de chocolat me coûtera 100 €. Ça fait cher le carreau, hein? Ça fait que quand je le prends comme ça, on peut faire avec la cigarette. Mais la cigarette, c'est pas 100 parce qu'il faut mettre un peu plus. Mais voyez que quand je vais m'allumer la cigarette, et puis je me dis, celle-ci me coûte 1 000 €. Ah oui, ça calme. Ouais. Alors, il y a des applications. Par exemple, si mon truc, c'est les réseaux sociaux, j'ai une application qui me monnaie les minutes supplémentaires. Donc, je m'autorise une demi-heure de réseaux sociaux par jour. Okay. Je couple mon téléphone avec une application qui me demande ma carte de crédit, bien sûr, mon numéro de carte de crédit. Puis après, je fixe le montant. Allez, 5 € la minute. Je vous assure que pour regarder des fils d'actualité complètement ineptes, c'est drôlement cher. Autrement dit, le plaisir que j'ai dans l'immédiat, la récompense immédiate, va se trouver compensée par un prix qui fait que mon cerveau qui fait le calcul va dire « Ouh, là, ça vaut pas le coup ». Et on choisit bien sûr un prix proportionnel, beaucoup trop élevé, on va dire, pour que le bénéfice soit moindre. Alors, je peux vous dire ce que j'ai fait ici avec une étudiante en médecine. 3e année de médecine, donc elle a réussi à passer jusque-là, puis elle vient vers moi, puis elle me dit « Là, je suis au bout, je n'y arriverai pas, je procrastine, je remets à plus tard, je fais 1000 choses, mais je sais que maintenant, si je ne me mets pas au travail assidu, mon année, elle est fichue. » Vous voyez, on est là, on est dans cette salle. J'ai pas le temps de lui dire, oui, alors fractionnez l'objectif, récompensez-vous chaque soir, enfin les classiques. Oui, les grands classiques, on en est plus là. La technique Pomodoro et je ne sais trop quoi. Oui, mais ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait, ouais. Comme je le dis à mes collègues, moi j'interviens plutôt sur les ruines fumantes des bonnes résolutions des gens. Vous savez, quand tout s'est écroulé, que le Pomodoro il tourne dans le vide et puis tout ça. Oui, j'ai essayé de me fixer des objectifs.
Oui, mais au lieu de me récompenser en regardant un épisode de ma série favorite, en fait, je la regarde comme encouragement. Et puis en fait, je regarde pendant 3 heures ma série. Au lieu de regarder juste un Au épisode. lieu de travailler, bon, évidemment. La sagesse nous dit que Ulysse n'a pas pu se ligoter tout seul. C'est pas possible. En effet. Si je me ligote tout seul, je me déligote tout seul aussi. C'est ça. Alors l'étudiante, je lui dis comme ça, première chose, il me faut faire, j'aimerais savoir, je vais être garant de cette histoire-là, moi je vais jouer le rôle du marin. Donc je suis au service des gens. Mon job, c'est de faire le nœud. C'est pas d'aller tripatouiller dans la tête des gens. On n'a pas l'énergie et les ressources pour faire ça. Quand la personne me dit si je ne me mets pas aujourd'hui au travail, je suis cuite. Oui, donc il y a urgence. Il y a urgence. Voilà. Donc je lui ai demandé de me faire un planning complet, jour par jour, avec les heures de travail et les plages de la journée qui seraient nécessaires. Donc il lui restait, me semble-t-il, 3 mois ou 2 mois. C'était vraiment bref, avec le week-end. Donc il y avait des jours où c'était 6 heures de travail, il y avait des jours où il y avait encore des cours, donc c'était que 1h30 de travail, de préparation d'examen. Ok, puis après j'ai fixé le prix. Enfin, on a fixé le prix. Et le prix doit être prohibitif, bien évidemment. Parce que jusqu'à maintenant, le fait de se dire, tiens, je vais échouer mon examen n'était encore pas suffisant. Oui, c'est ça. Donc, la ruse a été de faire en sorte que l'échec de l'examen soit avancé. C'est-à-dire que récompense immédiate, échec immédiat. Là, on peut travailler à armes égales. Donc, je lui ai dit comme ça, on va signer le contrat, mais on le signe, hein, le contrat c'est un document officiel. On signe le contrat suivant. Le premier jour où vous ne faites pas votre part de travail, tel que vous me l'avez annoncé, sans un certificat médical signé en bonne et due forme, alors il va se passer quelque chose. Donc il y a un prix à payer. Et puis, on a pas mal réfléchi et je lui ai dit, le prix à payer, c'est l'échec de votre examen. Puis elle m'a regardé, puis elle me dit, comment vous voyez ça? Puis j'ai dit, mais comment vous travaillez? Et elle me dit, elle avait un laptop, c'est pour ça que je lui ai dit ça. Ah, j'ai tout sur mon laptop, je travaille uniquement avec mon laptop. J'ai dit, ok, le premier jour où vous ne faites pas votre job, vous venez m'amener le laptop ici et je vous le confisque pendant 1 semaine. Elle me dit, vous faites ça, je suis cuite. Je lui dis, c'est ça que je veux. C'est vous cuire. Et là, normalement, la personne, elle dit, c'est normal que ça me fasse mal au ventre? Je dis, oui, c'est normal. Parce que là, l'enjeu est énorme. Parce qu'on est en train de parler de se donner de la peine. On n'est pas en train de se dire, on veut réactiver la motivation intrinsèque. Vous voyez le truc, la motivation intrinsèque? Je suis en train de m'amuser à, je sais pas quoi, à faire un jeu sur mon smartphone, puis tout d'un coup, mon esprit, là, il fait quelque chose, il fait un 180 degrés, comme on dit. C'est bizarre, mais j'ai plus envie de jouer, j'ai une folle envie de réviser mon anatomie. Oui, c'est ça, on peut non, toujours ça compter là-dessus. Oui, non, d'accord. Ça n'arrive pas. Oh, mais il y a encore une petite subtilité, c'est que la personne a dit, ok, je suis d'accord, je signe. Après, je l'ai bien regardé en disant, mais vous pensez vraiment que je vais vous faire confiance? C'est ce que j'allais dire, parce qu'elle peut très bien vous dire qu'elle l'a fait, et puis... Elle ne se fait pas confiance elle-même. Voilà. Donc j'ai dit, je veux une preuve. Moi, je travaille avec des preuves. Donc la première chose, c'est qu'on ne travaille pas chez soi, il y a trop de distractions. Donc elle a dit, oui, je vais en salle d'études. Alors, par chance, parfois, il y a des surveillances, salle d'études, donc on demande la signature, arriver à telle heure, à partir à telle heure. Là, ce n'était pas le cas. C'est une bibliothèque universitaire sans surveillance. Mais, bien évidemment, elle travaillait sur son laptop. Donc, elle pouvait venir dans votre bureau, c'est ça? Non, non, j'ai pas d'autres choses à faire. non, mais ce qu'il y a d'intéressant avec les laptops... Ah, on peut fliquer, ouais. C'est que on a tous connu la pandémie, donc tous les étudiants ont un logiciel qui s'appelle Teams, et donc, je vous dis pas le nombre d'heures de vidéo, son deal, c'était, elle se mettait au travail, elle enclenchait la vidéo, donc il y avait le webcam qui filmait. Donc, elle ne pouvait pas tricher. Bon, elle aurait pu encore aller sur elle aurait pu, bien sûr, mais à ce niveau-là, ouais. La personne se sent quand même drôlement mal de se dire, oui, je me filme, et puis comme ça... Ah oui, vous avez quand même bien bétonné le truc, hein, c'est... Héroïne fumant des bonnes résolutions. Ah oui, non, clairement, si sur ce coup-ci vous ne bétonnez pas, puis
qu'elle s'écroule, Ouais. l'estime de soi, il n'en reste pas grand-chose. C'est ça. Ah oui, parce qu'il y a un lien avec l'estime de soi. Alors juste pour terminer votre histoire, c'est du passé, elle a fait son examen. Et elle l'a eu. Ah bah voilà, super. Ouais, c'est une belle histoire, qui finit bien. Oui, c'est une belle histoire qui finit bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une personne qui veut atteindre un objectif, mais qui sait que sa prétendue volonté n'est pas suffisante pour lui faire l'effort nécessaire au moment adéquat. Mais en même temps, elle a quand même la conscience qu'il lui faut quelqu'un pour l'aider. Ça, je pense que c'est peut-être ça pas le plus difficile. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Parce que nombre de personnes sont dans le déni et se disent non, mais je vais y arriver, on se donnait des tas de raisons, alors qu'elle, elle a reconnu qu'elle n'y arrivait pas. Et donc, je pense que ça aussi, ça fait partie. Quelque part, elle a eu la motivation de trouver à se motiver. D'ailleurs, c'est pas votre phrase fétiche? Je ne suis pas motivée, mais je sais comment me motiver. Oui. C'est ça, non? Oui. C'est pas gratuit, la motivation ne m'est pas tombée dessus, un petit peu comme Obélix qui tombe dans sa marmite de potions magiques, et puis là, hein. Non, il y a des gâches métiers qui vous disent, oh, moi je suis motivé, j'ai toujours envie de faire les choses, mais la plupart des êtres humains ne sont pas comme ça, ils ont besoin de la potion magique, ils ont besoin d'en boire, mais la potion magique c'est quoi? C'est de savoir qu'au moment de la tentation, leur cerveau va leur jouer un sale tour. Et donc, il faut se prémunir. Donc, c'est de l'anticipation. C'est ça, on appelle ça le pré-engagement. Pré-engagement. On s'engage avant d'être confronté à la tentation, comme Ulysse demande à ses marins de ligoter avant que les sirènes ne commencent à chanter. Parfait. Bah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour ce bel exposé sur la motivation et pour toutes ces précisions. Et puis, au plaisir de vous revoir et de reparler avec vous de motivation ou d'autres choses. Avec plaisir. Merci.